Alors pour le débrief, j'ai 3 commentateurs aujourd'hui. Romain Heuillard, je l'ai présenté rapidement dans le sommaire, journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies et devenu fidèle de Smartech. Et par Skype, Aurore Malherbe, qui est directrice technique et des systèmes d'information, cofondatrice de Paddock, un spécialiste du cloud et une spécialiste de la cybersécurité aussi. Et par Skype, nous rejoindrons également au Luxembourg Charles-Louis Machuron pour prendre des nouvelles de ce qui se passe au Grand-Duché du côté des startups. Bonjour à tous les 3. On va commencer ensemble. Romain, je voulais qu'on puisse réagir sur cette interview qui a été donnée à Reuters du patron de Qualcomm qui a dit qu'il voulait produire un processeur plus puissant et aussi économe en énergie que celui d'Apple, la puce M1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une réaction légitime de Qualcomm qui était nécessaire. C'est une réaction en fait à deux choses. D'abord, donc réaction à Apple, effectivement, qui, on l'a vu il y a quelques mois maintenant, Apple a lancé ses ordinateurs avec ses propres puces, alors que jusqu'à maintenant c'était avec des puces Intel. Et ces puces-là ont l'avantage d'être effectivement très, très efficientes, donc un rapport puissance consommation très très bon. Alors qu'elles viennent de l'univers du mobile. C'est ça, et c'est ce que j'allais dire, c'est que Qualcomm en fait était déjà très très fort sur le mobile. Disons qu'ils n'ont pas vraiment de concurrence dans les smartphones Android. Alors ils ont en face évidemment les iPhones qui ont toujours été très puissants eux aussi. Mais donc Qualcomm en fait sur le smartphone Android, en face il y avait un petit peu Samsung pour ses propres téléphones, Mediatek mais qui en fait a un petit peu lâché le domaine du smartphone haut de gamme. Et en fait Apple rebat un peu les cartes et Qualcomm pour une question d'image et de pertinence, même si Apple n'est pas... dit, moi aussi je suis dans la course. Est-ce que c'est un pari vraiment osé ? Est-ce que ça semble compliqué ? Alors oui et non, parce qu'en fait tout simplement ils ont racheté une entreprise qui s'appelle Nuvia, qui a été fondée par des anciens ingénieurs d'Apple qui ont justement travaillé sur le processeur d'Apple. Comme par hasard. Voilà, donc en fait, il y a certainement à peu près les mêmes compétences dans les deux entreprises. Enfin, en tout cas, voilà, il y a eu des transfuges. Et d'ailleurs, Apple a accusé Qualcomm, les dirigeants de Qualcomm d'avoir été recrutés sans respecter la clause de non-concurrence des anciens d'Apple. Donc il y a de grandes chances même si véritablement Qualcomm est hyper légitime justement dans le monde des processeurs mobiles. Oui, tout à fait. Mais alors après, il y a un autre enjeu en fait. Enfin, c'est aussi une réaction au potentiel rachat d'ARM par Nvidia, oui. Puisque en fait, donc il y a cette architecture ARM que tout le monde en fait peut faire, mais il y a plusieurs on peut faire des mises en œuvre. Chacun peut faire sa mise en œuvre à sa sauce. On peut le faire de différentes manières. Et jusqu'à maintenant, Qualcomm utilisait beaucoup justement les micro-architectures proposées sous licence par ARM. Et je pense qu'ils veulent gagner un petit peu en indépendance et gagner en indépendance tout simplement, et donc développer leur propre processeur vraiment à eux, leur propre propriété intellectuelle. Et c'est la raison pour laquelle j'imagine qu'ils ont recruté ces gens-là. Et on ne sait pas à quoi ressemblera ce processeur ou comment il s'appellera pour l'instant. Non, c'est beaucoup trop tôt. On parle d'un lancement sans doute fin 2022. On sent bien que ça paraît proche, mais on sent bien qu'ils veulent aller très très vite. Entre l'annonce du rachat et les annonces de développement. Au départ, Nuvia, c'était des puces pour data center, pour des serveurs. Ils font un pivot, donc on sent qu'ils veulent aller très très vite et qu'on pense a priori, on est vraiment au tout début de leur démarche. Et on pourrait retrouver ça dans quel type de PC ? Ce sera certainement des ordinateurs portables dans un premier temps. En fait, Qualcomm veut devenir le fournisseur de l'équivalent des fabricants. Oui, et puis de l'équivalent de ce que fait Apple aujourd'hui sur Mac. Côté on ne l'aura PC, peut-être pas dans un Mac quand même, pas exagéré. Non, il y a peu de chance. Ok. Autre actu majeure à la une du débrief cette semaine, c'est l'attaque du ransomware Kaseya, l'affaire Kaseya qui inquiète les experts. Je voulais faire réagir Aurore Malherbe, qui est une spécialiste du sujet sur cette affaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qui s'est passé ce 4 juillet ? Oui, ce qui s'est passé le 4 juillet, bonjour, je vais prendre une analogie en fait pour vous rappeler ce qui s'est passé. On va imaginer qu'à la place de votre ordinateur, vous avez une maison. En fait, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez vous en passant par exemple avec le jardinier, qui a trouvé votre armoire à documents, qui a mis un cadenas dessus et puis maintenant qui vous dit si vous voulez la clé, il me faut de l'argent. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé le 4 juillet.
il y a eu une introduction avec l'ERP Kaseya, une introduction de code, qui a bloqué des milliers de systèmes de fichiers sur des ordinateurs des clients de Kaseya et des clients de ses clients. Et maintenant... Aurore, parce que vous avez dit ERP Kaseya. Donc en fait, on va expliquer ce que c'est. Kaseya, c'est un logiciel qui permet, qui est utilisé en fait dans l'univers du B2B, c'est ça, qui permet de gérer des flottes de machines à distance. Exactement. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui avec le fait que ça passe par un ERP, c'est qu'avant, les hackers attaquaient frontalement l'entreprise qu'ils voulaient attaquer. Et en fait, là, c'est pas spécialement Kaseya qui est visé, c'est vraiment tous les clients de Kaseya. Donc Kaseya a fait une communication, a demandé à ses clients de couper, de sortir ce fameux logiciel de tout leur système d'information. Mais du coup, c'est pour ça que l'attaque est autant relayée qu'on parle d'affaires Kaseya, parce qu'il y a vraiment une ampleur qui peut être mondiale, là où avant, une seule entreprise était visée. Alors cet incident important, il a été mis en lumière, on le précise par The Record Media. C'est l'une des plus grandes attaques par ransomware ? C'est l'une des plus grandes et c'est surtout le ransomware est vraiment en expansion, si je puis dire. En 2020, l'ANSSI avait déclaré 192 attaques de ransomware, c'était 54 en 2019. Donc c'est vraiment un type d'attaque qui se propage et qui devient de plus en plus impactant. Par exemple, il y a toute une chaîne de magasins suédois qui a été bloquée parce qu'ils utilisaient ce fameux ERP. Il n'y a eu aucun système de caisse pendant toute une journée. Oui, alors ce qui est aussi assez affolant, c'est quand on voit que le FBI et le CISA, donc, qui sont là pour s'occuper de la sécurité des entreprises américaines, ont dit qu'elles ne seraient pas capables, en tout cas pas en capacité, de répondre à chaque victime individuellement. C'est à la fois dû à l'ampleur de l'attaque. Le groupe qui est derrière cette attaque, en quelque sorte, c'est une entreprise qui fournit du ransomware. Et donc vraiment, effectivement, quand il y a des millions de personnes qui sont touchées, des systèmes d'information qui sont chiffrés, ça doit se faire à l'échelle de l'entreprise et pas à l'échelle de la personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une attaque qui se propage et il y a un besoin de sensibilisation sur ce sujet des employés de toutes les entreprises qui est de plus en plus croissant. Et donc, quand vous dites que c'est un groupe organisé, c'est du crime organisé, ça on le sait depuis longtemps, mais ça s'accentue, cette professionnalisation du cybercrime ? Exactement, le groupe Reveal est à l'origine qui est supposé être à l'origine, faut toujours, voilà, c'est des suppositions dans ce domaine-là, mais qui est supposé être à l'origine de cette attaque, avait déjà attaqué une chaîne de magasins l'année dernière, avait obtenu une rançon de 50 millions, donc on est sur de la professionnalisation du crime. Bon, merci Aurore. On va continuer les sujets ensemble. Je voulais d'abord reparler avec Romain Heuillard d'un autre sujet d'actu, c'est la Fondation Mozilla qui a révélé les résultats d'une enquête participative sur YouTube et qui confirme, je dis confirme parce qu'on s'en doutait un petit peu, mais que des vidéos mensongères, violentes, appelant à la haine, sont recommandées par le réseau social. C'est ça, ils ont lancé une extension qui s'appelle Regrets Reporter, où du coup des internautes volontaires installent cette extension et quand ils utilisent YouTube, qu'ils vont de vidéo en vidéo, parfois de leur propre gré ou justement par le système de recommandation, dès qu'ils tombent sur une vidéo qu'ils estiment nuisible, et la Fondation Mozilla a volontairement laissé la libre interprétation de ce terme aux participants, pouvaient cliquer sur un bouton et donc indiquer que cette vidéo leur avait été recommandée, ou comment ils étaient tombés dessus et pourquoi ils ne l'aimaient pas. Oui, c'est une extension qu'on met sur son navigateur et qui permet de déclarer très rapidement si on regrette d'avoir partagé ou regardé une vidéo. C'est ça, et qui permet du coup à Mozilla de déterminer quelle vidéo avait été vue avant, et donc à Mozilla de comprendre un petit peu comment fonctionne. Parce qu'il y a des chercheurs derrière qui analysent en fait ces déclarations. Et donc Mozilla a découvert que 0,2% des vidéos recommandées étaient déclarées nuisibles par les participants. Alors c'est le même chiffre qui avait été communiqué par YouTube un peu plus tôt, mais dans le cas de Mozilla, il y a quand même un biais d'échantillon, puisqu'on peut penser que les personnes qui ont installé l'extension sont déjà plutôt sensibilisées à la chose et donc sont moins enfermées dans des bulles de filtres complotistes, etc. Déjà, il faut avoir eu vent de cette extension, donc il faut être très sensibilisé. On peut penser que le chiffre est plutôt pire. Ça pose plein de... le vrai souci, en fait, c'est que on sait que les vidéos nuisibles, complotistes, etc. Augmentent l'engagement. Les gens sont happés par ce genre de vidéos. Donc, ça augmente les revenus de YouTube. Le souci qu'on a en fait avec ça, c'est qu'on n'a aucune transparence en fait sur la manière dont l'algorithme de YouTube fonctionne, mais on sait que c'est dans son intérêt qu'il soit comme ça. Donc
c'est une espèce du jeu du chat et de la souris entre YouTube et la société. Ça pose cette question de la transparence sur les outils de modération. Et là, on sait qu'en ce moment, d'ailleurs, la justice a demandé à Twitter de révéler justement ses méthodes de modération. Exactement. La justice française, effectivement, qui exige de la part de Twitter de révéler les moyens qu'elle met à disposition de la modération, le nombre de personnes qu'il peut y avoir, etc. On peut espérer du coup que ça va s'étendre à d'autres. Il y a Facebook aussi, dont le flux, il y a beaucoup de soucis sur Facebook aussi. En fait, toutes ces plateformes sur lesquelles on voit du contenu à partir d'algorithmes. C'est vrai que c'est très important de savoir comment ils fonctionnent. Et il faut ouvrir il faut qu'on ait plus de transparence là-dessus pour qu'évidemment les plateformes soient obligées Ça part d'une assignation par des associations, SOS Racisme, l'UEJF, la LICRA, j'accuse le MRAP et SOS Homophobie, on le précise. Donc, ils demandent d'avoir accès aux moyens qui sont mis en œuvre, aux documents qui expliquent comment on fait concrètement chez Twitter pour lutter contre la haine en ligne. Est-ce que ça suffira, ça ? Je ne sais pas si ça suffira. En tout cas, c'est très délicat. C'est un équilibre difficile à trouver. On l'a vu avec la loi sécurité globale, qui a d'ailleurs été censurée par le Conseil d'État. Parce que le risque, à l'inverse, c'est que toutes ces plateformes-là appliquent la censure trop facilement et trop rapidement, et au détriment de sujets qui ne seraient pas vraiment complotistes, etc. Et je ne sais pas tellement s'il faut que ce soit les plateformes qui fassent ingérence, entre guillemets, et qui décident ce qui est légal ou pas. On le voit chez Apple, qui est un petit peu trop, qui va souvent un petit peu trop loin dans ses règles. Et ça peut vite devenir compliqué, quoi. Oui, alors d'autant qu'il faut même faire la différence entre l'outil de modération et l'outil de recommandation. C'est vrai. C'est vrai, mais disons que ça va quand même relativement de pair. Parce que là, il y a une part importante, je dirais, de la responsabilité de chacun aussi. Oui, j'allais y venir aussi. Il y a Coluche qui disait il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas. Et je pense que là, on vient un peu à ça. C'est-à-dire que si l'algorithme continue de recommander des vidéos complotistes, c'est parce qu'il sait très bien que les 10 personnes avant à qui il l'a recommandé l'ont regardé en entier ou quasiment en entier. Alors, regarder, ce n'est pas forcément non plus adhérer. Bon. C'est sûr. On va terminer avec Aurore Malherbe sur notre autre sujet cybersécurité. C'est les conséquences de l'exploitation de portes dérobées intégrées dans les mises à jour de Dell. Ça a été dévoilé par une entreprise de cybersécurité, Eclypsium, dans un rapport. Est-ce que vous y avez appris des choses, vous, Aurore Malherbe ? J'y ai appris des choses. J'y ai appris que ce type de faille, c'est une type qu'on va appeler du buffer overflow. Ça existe depuis 1996. Et malheureusement, ce genre de faille, on ne peut pas s'en prémunir. Vous parliez tout à l'heure précédemment de la puce M1, des avancées, etc. On est dans des domaines où les avancées technologiques sont très grandes. Malheureusement, les avancées technologiques des hackers vont également à la même vitesse. Il y a vraiment une course, on va dire, contre la montre. Ceci étant dit, ce rapport a fait beaucoup de bruit. Moi, je me permets d'apporter une nuance parce qu'on entend Dell, on entend des millions et des millions de devices. On commence tous à paniquer, surtout que ça touche au BIOS, donc vraiment au cœur du système, hein, le système qui va être au démarrage de votre ordinateur, qui va avoir accès à tout. Ceci étant dit, il y a des conditions très précises dans lesquelles on peut utiliser cette faille. Les conditions, ça va être d'avoir accès à votre réseau, d'avoir accès à votre machine physique. Aujourd'hui, on ne sait pas à quel point cette faille a été exploitée, mais elle est difficilement exploitable. Oui, alors c'est 4 failles quand même qui permettraient, vous avez raison, mettre au conditionnel, de contrôler 30 millions d'appareils quand même. Je voulais aussi qu'on donne la parole à Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg, qui est donc en direct du Grand-Duché. Bonjour Charles-Louis, pour nous faire un point sur la fin de ce semestre. Alors qu'est-ce qui s'est passé en matière de start-up ? Plusieurs annonces, notamment cette semaine avec le grand lancement de Startup Luxembourg, donc le site startupluxembourg.com, qui est le nouveau portail en fait de mise en avant des startups au Luxembourg, qui est donc soutenu par le ministère de l'économie et géré par Luxinnovation, qui est l'agence de promotion de l'innovation du Luxembourg. Donc ils ont lancé ce grand portail qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'écosystème startup, et qui permettra notamment d'en faire la promotion à l'étranger, voilà, pour toutes les startups qui souhaiteraient se développer en Europe à partir du Luxembourg. Et voilà, on retrouve, donc comme on le voit dans la vidéo, là, toutes les
tous les acteurs, ils sont référencés. On a également une visualisation du nombre de startups. Donc vraiment, toutes celles et ceux qui veulent des informations sur l'écosystème, voilà, peuvent retrouver ces informations donc sur startupluxembourg.com. Donc la grande annonce a été faite lundi soir. Donc voilà, c'est tout. Ouais, ça peut intéresser les investisseurs français notamment. Il y a une autre initiative d'ailleurs en parlant d'investissement qui est intéressante, c'est Project Rise. Oui, tout à fait. Une nouvelle fois, une annonce encore faite cette semaine. 3 entrepreneurs luxembourgeois, bien connus de l'écosystème tech au Luxembourg, parce qu'ils ont monté quand même des startups assez réputées ici. On parle de Talkwalker, ou on parle de Doctena. Et aujourd'hui, ils se sont associés en fait pour investir dans des startups. Donc voilà, leur argent. Et également, en plus d'investir, en fait, ils proposent de mentorer les startups qu'ils vont accompagner et vraiment de les pousser vraiment à grandir, à recruter, à se développer au Luxembourg, à se développer à l'étranger. Et donc, ils sont vraiment dans une phase de leur carrière où ils ont envie de rendre à la communauté, de rendre aux entrepreneurs ce qu'eux ont appris sur les 10, 15, 20 dernières années. Et donc, ce n'est pas un fonds d'investissement, ce n'est pas un fonds de private equity, ce ne sont pas juste des business angels, ils ont vraiment combiné voilà, leur expérience d'entrepreneur pour investir et mentorer donc des entrepreneurs. Donc ça, c'est une nouvelle qui a beaucoup fait parler déjà cette semaine. Bon, on n'a pas le temps d'aller plus loin, Charles-Louis, ensemble. Je voulais juste qu'on ait une petite phrase, Romain, sur 2 autres annonces qui sont apparues cette semaine. Chez Free, une nouvelle annonce qui s'appelle Flex, c'est voilà, ça? Free Flex, ils réinventent un petit peu à leur sauce la subvention de téléphone. Chez les autres opérateurs, on payait très cher un forfait. C'est une subvention, mais sans engagement. C'est voilà, un concept c'est un peu sans engagement particulier. et avec toute transparence, puisqu'on paye, on a le prix de son forfait est bien affiché, le prix du téléphone est bien affiché. Voilà, ils ont séparé les deux, mais voilà. Bon, nouveau concept dans la téléphonie mobile encore. Voilà. Et c'est la Nintendo Switch aussi. C'est ça, on attendait une Switch Pro capable d'afficher des plus belles images en 4K sur une télévision. Finalement, ce n'est pas ça. C'est juste une Switch avec la même puissance. Ils ont doublé le stockage pour mettre ces jeux dans la console. Et la plus grosse nouveauté, c'est que l'écran devient OLED, donc de meilleure qualité, un tout petit peu plus grand. Voilà, 50 € de plus pour le moment. À mon avis, en fait, c'est destiné à remplacer la précédente. Ouais. Voilà, c'est pas. Enfin, je suis pas très joueur. J'imagine que pour les joueurs c'est pas mal, mais il y a quand même les cette joueurs déception. Ils vont attendre le mois d'octobre avec impatience. Cette déception de ne pas avoir la Pro quand même. C'est vrai. Voilà. Bon, je termine juste d'une phrase avec cette précision. La CNIL donc a rendu son avis sur la demande du gouvernement et donc de la CNAM, la Caisse d'assurance maladie, de demander aux médecins traitants de contacter leurs patients non vaccinés contre la Covid-19 en fournissant la liste de ces dernières. Qu'est-ce qu'elle dit, la CNIL? Elle dit que, OK, vu la situation sanitaire exceptionnelle, elle veut bien se montrer favorable, mais elle demande à ce que ce soit uniquement dans le cas où les médecins en fassent la demande et avec des garanties comme l'obligation pour le médecin de détruire cette liste à l'issue de la campagne de sensibilisation qui sera menée. Steve Pascolo, je ne vous ai pas fait commenter les actus, mais celle-ci peut-être vous fait réagir sur les personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Je pense qu'il faut informer les personnes qui ne sont pas vaccinées, leur expliquer éventuellement, comme on va le faire tout à l'heure, qu'est-ce que l'ARN messager. Dans le cas du vaccin ARN messager, il y en a d'autres, mais dans le cas de l'ARN messager qui est particulièrement sécurisé, donc on peut informer les gens pour leur raconter l'histoire, la sécurité, la formulation, et donc inciter les gens au moins à comprendre cette technologie et du coup à l'accepter, parce qu'une fois qu'ils auront compris à quel point cette technologie est donc sécurisée et efficace, certainement les gens vont accepter. Bon, très bien. Nous, on va essayer de faire une campagne de sensibilisation sans demander de liste à personne. Merci beaucoup à mes commentateurs du jour, Charles-Louis Machuron, fondateur de Silicon Luxembourg, Aurore Malherbe, qui est la directrice technique et des technologies et cofondatrice de Paddock, et Romain Heuillard, journaliste indépendant en nouvelles technologies. Et consultant, vous pouvez le consulter comme je le fais moi-même d'ailleurs. Juste après la pause, on se retrouve pour la grande interview de Steve Pascolo, le spécialiste en ARN messager.